Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, la lutte anticorruption est sans aucun doute la politique la plus populaire de Xi Jinping en Chine. Et 2015, c'est décisif. Plusieurs dizaines de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, des ministres, même des généraux, c'est ce qu'on dit ici, les gros tigres, sont tombés pour corruption et traduits en justice. Et cette lutte anticorruption s'étend même au-delà des frontières durant 2015. Les autorités de justice de la Chine ont lancé une centaine de mandats d'arrêt internationaux pour essayer de rattraper les fugitifs susceptibles de commettre des crimes économiques qui se sont enfuis à l'étranger. Donc la chasse à l'homme en Chine et internationale continue. Alors quels sont les impacts de ce mouvement de main propre? C'est ce que je vais demander à mes deux invités. D'abord, mon premier invité, Deng Yifan. Vous êtes économiste et politologue. Vous connaissez la Chine et la France. Vous avez fait des études en France. Et surtout, vous avez travaillé là-bas aussi. Donc, vous pouvez comparer les deux. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier sur la démocratie sera sorti dans quelques jours. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et Caroline Puel, vous êtes journaliste de longue date. Vous êtes correspondant du Point à Pékin. Et surtout, vous êtes l'auteur de 30 glorieuses de la Chine. C'est un best-seller sur notre pays en France. Et surtout aussi, vous êtes un fin observatrice de notre vie politique, économique, y compris sur la corruption. Et bonjour, et bienvenue. Merci beaucoup. Bon, avant de commencer notre discussion, de vous entendre, je vous invite, comme nos chers téléspectateurs, nous allons regarder ensemble un reportage sur ce sujet. 3 ans après son lancement lors du 18e congrès du PCC, la campagne anticorruption en Chine s'est encore intensifiée en 2015. Selon les chiffres publiés par la Commission centrale de contrôle de la discipline, 29 hauts fonctionnaires à l'échelon régional ont été visés cette année par des enquêtes. Un cadre du parti dans chacune des 31 provinces chinoises a fait l'objet d'une enquête. La Chine a également lancé une grande opération de rapatriement de ses fugitifs à l'étranger, baptisée Skynet. Depuis le mois d'avril 2015, plus de 700 fugitifs chinois, soupçonnés d'être impliqués dans des crimes économiques, ont été rapatriés depuis l'étranger pour comparaître devant la justice de leur pays. Les suspects ont été rapatriés de 68 pays et régions du monde et 300 d'entre eux ont été persuadés par les forces de l'ordre de rentrer en Chine et de se livrer à la justice chinoise. Au cours des 7 derniers mois, les forces de l'ordre ont mis la main sur 1,2 milliard de yuans de biens mal acquis. Pour Wang Qishan, le directeur de la Commission centrale de contrôle de la discipline, la Chine doit maintenir une pression permanente contre la corruption. Seule une politique de tolérance zéro appliquée à grande échelle permettra d'assurer la stabilité sociale et de renforcer l'état de droit en Chine. La lutte anticorruption, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique la plus populaire, l'action la plus populaire du gouvernement chinois. Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes tous les deux fins observateurs de la politique de notre pays. Alors, qu'en pensez-vous de cette année coulée? Deng Yifan. Oui, si on parle de la vie politique en Chine durant l'année 2015, je pense que la lutte anticorruption serait l'un des points les plus marquants de l'année. Parce qu'il y a eu beaucoup d'officiers très importants qui ont été traduits en justice, qui ont été accusés de corruption, des crimes économiques, y compris des ministres, des généraux, c'est jamais vu dans l'histoire de la Chine. Il y a un membre permanent, l'ancien membre permanent du bureau politique. Il y a un vice-président de comité militaire exceptionnel. Oui, ce sont des dirigeants de Chine, quoi, considérés comme dirigeants de Chine. Donc
tout de même très important. Oui. Oui. Ça traduit aussi la volonté de l'équipe dirigeante actuelle de lutter contre la corruption et essayer de rétablir d'une certaine manière la justice sociale. Vous disiez tout à l'heure Oui. que c'était une mesure, une campagne extrêmement populaire. Et c'est vrai que je pense que ça répond à de grandes frustrations qu'on pouvait sentir dans la population. Moi, j'étais toujours très frappée lors de mes reportages dans des régions lointaines, dans les campagnes, dans des milieux ouvriers simples, etc., de percevoir cette frustration des gens. Et qui me disaient « Ah, mais vous qui êtes un journaliste étranger, qui avez peut-être la chance de voir les plus hautes autorités, dites-leur, racontez-leur comment notre responsable local est corrompu. Nous, on n'a pas les moyens de le faire. » Et donc, il y avait une nécessité. Et je crois aussi qu'il y a eu un peu l'exemple de ce qui s'est passé dans le monde arabe en 2011, où une des raisons quand même de la révolution, du printemps arabe, ça a été aussi la corruption. Ça n'a pas été l'unique raison, mais ça faisait partie quand même des... Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que les autorités chinoises ont bien entendu le message, ont compris qu'il y avait une nécessité absolue d'intervenir. Et je pense qu'en quelque sorte, la nouvelle équipe a reçu comme feuille de route lors de son arrivée au pouvoir celle de lancer une campagne anticorruption de très grande ampleur. On voit aussi que l'équipe qui a été choisie pour le faire ne laissait pas de doute sur sa détermination, puisque le président Xi a choisi Wang Qishan un petit peu comme le chef de cette... Il est connu en France, il est connu internationalement. Alors c'est peut-être bien de le rappeler justement, mais Wang Qishan qui finalement, dans toutes les fonctions qu'il a pu occuper, qui ont été très diverses, à la tête de la Banque de Chine, maire aussi de Pékin, voilà, a quand même toujours eu une réputation d'excellence et aussi une réputation de très grande intégrité. Je pense qu'il est très très respecté dans la sphère internationale par toutes les personnes qui l'ont rencontré, qui ont de lui la vision, oui, du grand mandarin intègre, si on peut résumer la situation comme ça. Donc il n'y avait pas de doute sur la détermination qui allait être faite sur cette campagne. Si je vous demande, par exemple, le Ténifan, quelle est la différence entre aujourd'hui et hier, par exemple? Durant plusieurs années, les prédécesseurs de Xi Jinping avaient aussi fait de la lutte anticorruption comme une politique importante, etc. Mais apparemment, il y a une différence. Mais quelle est cette différence? Pourquoi aujourd'hui le résultat est plus net, plus clair? Donc il y a aussi d'abord ce qu'on appelle la détermination de l'équipe dirigeante, c'est important, très important. Mais à part ça, mais aussi il y a une espèce de philosophie de gouvernance. En fait, je pense que l'équipe précédente avait plutôt des soucis sur ce qu'on appelle le rythme de la croissance, sur la stabilité sociale, etc. Mais tandis que pour l'équipe dirigeante actuelle, mais la logique dialectique est que si on ne lutte pas énergiquement contre le fléau de la corruption, on ne peut pas redresser la confiance de la population en le pouvoir actuel. Et sans cette confiance populaire, la croissance chinoise ne serait pas durable. La stabilité sociale serait encore moins assurée. Donc c'est une réflexion complètement différente. Et dans la tradition chinoise, vous savez, il y a un proverbe qui dit que les hauts fonctionnaires se protègent entre eux. Hein, il ne veut pas que ses collègues corrompus soient tombés parce que lui, il a aussi quelques problèmes derrière. Cette fois-ci, on a vu qu'il y a des régions, par exemple, certaines provinces, plusieurs hauts fonctionnaires, gouverneurs, sont tombés en même temps, et dans l'armée aussi. Et comment expliquez-vous que cette fois-ci, le gouvernement central apparemment a vraiment une détermination qui veut vraiment nettoyer tout? Oui, je connais bien le dicton populaire, mais qui traduit un peu le désespoir de la population locale, de la population, je ne connais même pas le nom en français, mais
En anglais, on dit les grassroots population, c'est-à-dire vraiment la population de base. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce que parmi les fonctionnaires de l'État, etc., ils ont une tradition. Une tradition de garder la justice sociale et la propreté de l'État. Donc, de tout temps, si on lit, par exemple, les philosophes du temps du royaume combattant, etc., mais même depuis la fondation de la première empire de Chine, etc., il y a eu toujours des préceptes des philosophes sur l'intégrité du service public, sur la fonction de l'État, etc. En fait, la lutte corruption a été, dans l'histoire de Chine, un thème principal de tous les dynasties, en fait. Donc, il y a eu des campagnes, finalement, sous toutes les périodes, plus ou moins fortes, et il y a même eu des dynasties qui sont tombées en raison d'une trop forte corruption. Donc cette histoire-là est quand même bien ancrée dans le psyché chinois, non seulement du peuple, mais aussi des dirigeants. Apparemment, l'image de la Chine dans le monde, la corruption est aussi une tache noire assez profonde. Est-ce que cette lutte, cette campagne de la lutte anticorruption peut changer l'image de la Chine, par exemple en France? Tout dépend de la manière dont elle va être menée, cette campagne. Parce que, évidemment, tout le monde applaudit à l'idée que le ménage soit fait et qu'une lutte anticorruption soit menée, sérieuse, organisée. Vous le voyez, par exemple, dans les réactions des communautés étrangères. Pourquoi est-ce que les communautés étrangères, notamment la communauté française, est si importante à Hong Kong ou à Singapour? Parce que, entre autres, ces pays ont la réputation d'être extrêmement propres. Le climat des affaires est tout à fait transparent et c'est facile de monter, de signer un contrat, de mener un business, etc., sans avoir à faire des cadeaux, des repas, des choses très compliquées, que quand même les hommes d'affaires étrangers qui ne sont pas habitués à ça chez eux ont du mal souvent à accepter, savoir comment faire. Il y a même des manuels d'explication, etc. Bon, c'est compliqué. Donc je pense que c'était une absolue nécessité de le faire. Maintenant, dans la manière dont ça va être fait, il y a quand même des choses qui doivent être extrêmement cadrées. Il faut que ce soit fait dans la transparence absolue, à la fois juridique, judiciaire et médiatique. Ça, je pense que ce sont trois choses essentielles. C'est-à-dire il faut que les règles soient très clairement établies. Il faut que on sache pourquoi les gens sont arrêtés. Il faut que les procès soient ouverts, qu'il y ait une défense pour les personnes corrompues. Il faut que les journaux ou les télévisions puissent parler de ce qui se passe. Et dans ce cas-là, effectivement, l'image de la Chine va en sortir très grandie. Et on va voir que l'on passe à une autre période. Si au contraire, les choses paraissent encore un petit peu obscures, on a l'impression d'être dans l'irrationnel. Il y a apparemment, tous les procès sont retransmis même en direct par la télévision, y compris plusieurs dirigeants très haute placés, comme Zhou Yongkang, comme plusieurs personnes. Voilà. Et je ne doute pas que les autorités aient cette capacité. Il faut que le travail de la police soit parfaitement encadré aussi. C'est très important. Il est nécessaire, mais il doit être encadré. C'est une période extrêmement sensible, je pense, pour la suite de l'histoire de la Chine. C'est en fait, il s'agit, ce que dit Caroline, c'est justement la construction un état de droit, en fait. Mais effectivement, dans la lutte anticorruption, depuis plusieurs années, il y a en fait deux lignes. D'abord, c'est la discipline de parti, et puis la justice. Et pour les cadres de parti, apparemment, d'abord, il y a la discipline de parti qui devait sanctionner les membres de parti, mais aussi, et après, traduire les personnes en justice. Alors, comment expliquez-vous ces deux parallèles
Ding Yifan, comment faire justement dans le cadre juridique pour que la lutte anticorruption soit parfaitement conforme à la loi? La loi permet à la machine de l'État d'intervenir en cas de crime, que ce soit crime économique ou autre, ou cas de corruption. Mais le comité de discipline du parti est une institution intérieure du parti qui sanctionne et contrôle d'abord les membres le comportement des dirigeants à tous les échelons. Donc, à tous les échelons, donc, que ce soit au niveau provincial, district ou national, il y a un comité de discipline du parti. Et comme le Parti communiste est le parti gouvernant, il faut que les membres du parti obéissent d'abord aux disciplines du parti. Et dans les disciplines du parti, il y a des critères concernant la corruption, concernant l'abus de pouvoir, concernant tout cela. Ça, c'est aussi dans la tradition chinoise, c'était comme ça aussi pour tous les fonctionnaires, il y a des règles très strictes à respecter. Oui, donc quand il y a un cas de corruption, si le cas a été reflété d'abord par les comités de discipline du parti, donc c'est le comité de discipline qui intervient d'abord pour surveiller, superviser, pour essayer de fouiller dans les détails des archives pour savoir si un dirigeant ou un haut fonctionnaire n'a pas respecté les règles du parti. Et s'il a commis des crimes, on le traduit en justice. C'est ça, si les crimes ont été justifiés et reconnus, donc le cas se transfère à ce moment-là à la Cour de justice, c'est l'appareil de l'État qui prend le contrôle. En fait, Caroline, j'ai une autre question, c'est que lorsque vous rencontrez des gens, des populations qui se plaignent de la corruption, etc., chinois, je dis, en fait, ce sont des petites corruptions, c'est des mouches, on dit en Chine. En France, par exemple, moi j'ai vécu longtemps en France, c'est vrai, on n'a pas besoin, si je dois renouveler mes papiers, si je dois envoyer mon enfant à une école ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de graisser les pattes, comme on dit. Mais comment la France a fait que la société, en général, très propre, mais de l'autre côté, durant ma carrière journalistique, j'ai vu aussi qu'il y a des grosses corruptions qui n'ont pas abouti alors, par exemple, la vente des armes à Taïwan, les six frégates et puis Mirage 2000, il y a des pots de vin à l'ordre de 500 millions de dollars qui sont disparus dans la nature. Et jamais personne... il y a eu des procès retentissants quand même sur l'affaire des frégates, l'affaire Elf, Dumas. C'est pas ceux qui ont touché de l'argent, c'est-à-dire ni un politique, ni un autre fonctionnaire. Il y a eu quand même les poursuites. Et pour reprendre les différents points, bon, pourquoi est-ce qu'on est épargné effectivement, je dirais, de cette petite corruption du quotidien? Ça, je pense que c'est vraiment la caractéristique du système social français. C'est-à-dire qu'une grande partie des choses sont gratuites. L'école est gratuite, les hôpitaux sont gratuits, le système de santé dans son ensemble est gratuit. Et on doit remercier de ce point de vue-là nos parents et grands-parents qui ont bâti ce système. C'est vrai que même s'il est très décrié aujourd'hui parce qu'il y a des dérives, il faut le financer, etc., malgré tout, c'est quand même un système remarquable, extrêmement confortable et rassurant. C'est-à-dire que vous pouvez ne rien avoir dans votre porte-monnaie et vous sentir malade et aller dans n'importe quel hôpital et vous faire soigner décemment sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Alors effectivement, la contrepartie, c'est qu'on paye en France des impôts extrêmement élevés. Il y a eu quand même des grands scandales pendant les dernières années et c'est intéressant de voir que malheureusement, vous avez une augmentation du nombre de grands cas politiques. On les estimait à une vingtaine de cas dans les années 80, une quarantaine dans les années 90, une trentaine dans les années 2000, et il y en a déjà eu une vingtaine depuis 2010. Donc ça ne va pas forcément en s'améliorant. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on en parle maintenant et que justement
les choses sont plus transparentes, parce que les médias s'en emparent. Vous avez notamment en France un journal tout à fait spécialisé qui s'appelle Le Canard enchaîné, que vous connaissez certainement tous les deux, qui même a bâti sa réputation là-dessus, c'est-à-dire dans le déclenchement des affaires. Alors c'est vrai qu'il fonctionne souvent sur un mode de dénonciation, c'est-à-dire que la rédaction du journal reçoit des lettres anonymes lui disant « Tiens, vous devriez aller voir de tel côté, il y a des affaires un peu louches ». Ils envoient des équipes d'enquêteurs et si l'affaire est avérée, publie un article qui, en quelque sorte, sème l'alerte dans le monde médiatique, qui à son tour s'en empare, et ainsi de suite. Puis le monde judiciaire, et c'est plutôt dans ce sens-là que se font les choses. Mais vous avez eu des procès retentissants, et on sait qu'il y a quand même deux secteurs qui sont particulièrement sensibles. Vous avez le secteur des ventes d'armes, et vous avez le secteur de l'immobilier. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes dans ces secteurs sont corrompues, évidemment, ni dans l'un ni dans l'autre, heureusement. Et que ces secteurs ont des liens avec la politique. Et la plupart des grands scandales qui ont eu lieu ces dernières années montraient effectivement des systèmes de reversement, de financement occulte, ce qu'on appelle souvent les rétrocommissions, voilà, qui venaient en fait financer les partis politiques. Et là, je pense qu'il y a aussi un dilemme dans le système français, qui est le système de financement des partis, qui reste extrêmement limité à 5%. En comparaison avec les États-Unis. Oui, par exemple. Et donc, probablement, il faudrait revoir ça qui est en fait un petit peu le nœud du problème, de manière à autoriser les partis à recevoir plus de financement, mais que la source du financement soit transparente. J'aimerais ajouter une analyse plus sociologique à ce problème. Je me souviens d'avoir lu un livre sociologique dans les années 80 sur le différents niveaux de corruption dans les pays développés et dans les pays en développement. Et l'auteur dit que la grande différence entre les deux genres de sociétés est que dans les pays développés, la corruption est souvent concerne des sommes colossales et concerne seulement des niveaux très élevés de l'État, donc qui attirent beaucoup moins d'attention et la population. Parce que justement la population, effectivement. À un certain niveau de développement, il n'y a plus de problème de la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on n'a plus besoin de recourir à la corruption pour avoir un petit avantage. Alors que dans les pays en développement, la corruption est plus répandue, est plus généralisée, plus banalisée d'une certaine manière parce que tout le monde veut profiter de sa position sociale pour avoir un peu plus d'avantages. Parce que dans les pays en développement, il y a un problème de pénurie ou de décalage entre l'offre et la demande. Et c'est pour ça que le phénomène de corruption est senti plus remarquablement par la population généralement que dans les pays développés. Oui. Est-ce que cela veut dire que quand la Chine devient un pays développé, bon, disons par exemple dans 10 ans, si l'économie chinoise continue, si une classe moyenne se forme, et si un jour la Chine devient un pays riche, est-ce que la corruption va disparaître naturellement? Non, je ne dis pas. Parce que même dans cet ouvrage sociologique, ne dit pas que la corruption est disparue dans les pays développés. Mais la corruption existe. Il va se déplacer de la population vers aux dirigeants. Voilà. C'est souvent le cas. Mais en tout cas, on peut quand même espérer que, je dirais, la corruption du quotidien disparaisse. On l'a vu dans plusieurs pays de la région. Alors c'est vrai que c'est souvent lié avec le niveau de développement. Et là, par exemple, je reviens de Singapour, où j'ai passé quelques jours. Singapour, c'est un pays aujourd'hui comme très développé. Oui. Mais une des raisons pour lesquelles les fonctionnaires singapouriens sont réputés très propres, c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement bien payés. Leur niveau de salaire est très élevé. À partir du moment où vous recevez un salaire
plus que correcte, Oui. évidemment, vous êtes en quelque sorte protégé, cherche pas puisque les- vous n'allez pas être tenté, ou beaucoup moins tenté, de vous enrichir encore, puisque vous avez Il ce qui est risque pas suffisant. de- Voilà. Et donc ça, je pense que ça fait aussi partie des éléments de réflexion. Et puis l'autre chose quand même qui est fondamentale, c'est l'éducation. Je pense que si dès le départ, dès la maternelle, Oui. dans tout le système scolaire, avec les professeurs, avec le relais des familles, inculquent quand même l'idée de lutte anticorruption chez les enfants, que les C'est ça, médias le l'intégration, reprennent. oui. C'est quand même des idées qui circulent assez vite. Mais pour ça, effectivement, les professeurs doivent être les premiers à donner l'exemple, les familles aussi. Et puis ça doit être relié, oui, ça doit être dans l'air du temps médiatique. On devait avoir un critère qui pour dire que voilà, la Chine maintenant devenue un pays propre. Mais justement, cette impression que la corruption est très grave en Chine, etc. Dans quel cas on peut dire que voilà, la lutte anti-corruption du gouvernement chinois a gagné? C'est comme la réforme en Chine. Ce n'est pas Ça un va mouvement continuer. qui va, oui, qui commence quand et qui va se terminer quand, non. Je pense que c'est plutôt un mouvement permanent. L'important, c'est de savoir mener le rythme de la campagne anticorruption. C'est-à-dire que il faut mener ça. On sait très bien que la lutte anticorruption sera permanente dans une société humaine. Parce que L'homme a si on toujours prend des la défauts. notion catholique, Oui, les gens tentations. sont nés avec des tentations, avec des péchés, etc. En tout cas, les hommes ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas parfaits. Donc, Non. ils sont toujours tentés par des avantages matériels, etc., etc. Donc, il faut toujours garder le contrôle sur la corruption. Il faut garder toujours, il faut toujours essayer de mener périodiquement la lutte anticorruption. Je pense que si on regarde l'histoire un peu, dans l'histoire de Chine, sous les Ming dynastie par exemple, il y avait un système. C'est de mener une grande investigation, une grande enquête sur le comportement des officiers Oui. tous les 3 ans dans les provinces et tous les 5 ans au gouvernement central. Matteo Ricci, qui était missionnaire catholique en Chine, de l'Italie, etc., écrivait régulièrement des lettres à la cour, à Rome. Et dans une de ces lettres, il a raconté ce mouvement anticorruption sous les Ming. Il dit que tous les 3 ans, la cour impériale va envoyer des experts comptables partout en Chine Pour voir comment pour fonctionne, faire des pour signaler enquêtes des- sur le comportement des officiers. Et l'année où il a écrit la lettre, il dit que la cour a perquisitionné plus de 4000 mandarins partout en Chine. Et il a cité des raisons d'accusation, etc. Il y a déjà à l'époque plus de 6 raisons d'accusation, même Voilà, à ça, du pouvoir, etc. Donc, ça montre que périodiquement, Oui. il y aurait besoin toujours, en oui. Chine de mener des campagnes anticorruption. Donc, la lutte devait continuer. Oui. Voilà. Oui. Bon. Et d'ailleurs, ces rapports de Matteo Ricci avaient inspiré Voltaire, Voilà, qui, c'est que ça qu'il a à dit, partir de là, pensait que, oui, le système de chinois fonction- pouvait de être mandarin est voilà. l'un des meilleurs du Voilà, monde. qui fonctionne. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut être développé, mais qui est lié avec l'idée de l'éducation. C'est finalement d'inculquer dans les esprits que le fait de refuser la corruption fait naître, ne fait peut-être pas naître la richesse, mais fait naître un sentiment qui est celui de la fierté, La fierté. d'avoir pu dire non. Oui. Et qui est aussi le sentiment d'une grande liberté. Oui. Et ça, c'est essentiel. Il y a un proverbe chinois qui dit que oui, justement, oui, comment traduire en français alors c'est-à-dire, c'est ce que dans le sens que tu as dit, c'est-à-dire ne pas être Refuser la refuser la tentation. tentation. On peut devenir fort. Tout à fait. Bon, espérons-le. Je crois qu'on avance et surtout dans la bonne direction. Merci pour vos analyses qui sont très optimistes, mais c'est très, je crois sincèrement que vous avez raison. Voilà, merci tous les deux. Merci. Merci.
Et merci à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.